Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien mortel. Ces entretiens destinés à essayer de remettre au milieu de la table la question de la mort, de la fin de vie, de la finitude, mais aussi de la fragilité et de l'entraide. Et puis dans un contexte législatif tout à fait brûlant, puisque peut-être vous le savez, la proposition de loi Falorni sur l'aide active à mourir, qui est une euphémisation de termes plus adéquats que sont l'euthanasie et le suicide assisté, a été votée par les parlementaires et les députés et va passer devant le Sénat en septembre-octobre. Et donc évidemment les Français doivent se saisir de cette question, puisque c'est non seulement un enjeu sanitaire, mais un enjeu démocratique, un enjeu anthropologique peut-être. Certains grands penseurs et philosophes ont dit que peut-être c'était un tournant anthropologique. Et donc ces entretiens mortels sont là pour essayer de réfléchir à nouveau frais à une thanato-anthropologie de notre société postmoderne, pour essayer de savoir est-ce que tous ces choix finalement sont la bonne direction à prendre ou peuvent être discutés plus avant. Pour ce faire, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir quelqu'un qui connaît très très bien le sujet, qui est le docteur Jean-Marie Gomas. Bonjour Jean-Marie, vous allez bien? Bonjour, très bien. Merci beaucoup d'être là avec nous. Vous êtes quelqu'un d'influent, on pourrait dire, ou en tout cas qui a joué un très grand rôle dans les soins palliatifs en France. Vous avez été, on peut le dire, un pionnier. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu justement votre histoire de médecin et de palliativiste et de gériatre? Oui, je suis ancien généraliste et en tant qu'ancien généraliste, et j'ai exercé des années à plein temps. J'ai été absolument confronté à des fins de vie épouvantables. C'était les années 80, et dans les années 80, il n'y avait pas de morphine à domicile, il n'y avait pas de corticoïdes sur les métastases osseuses. Les malades avaient des douleurs physiques et des souffrances morales absolument pas prises en compte. Ça a été une révélation pour moi. Déjà, j'étais cardiologue, j'étais coronarographiste à l'hôpital. Finalement, je n'ai pas exercé comme cardiologue, et j'avais vu en tant que cardiologue à l'hôpital, en réanimation, à quel point la douleur physique était mal prise en compte. On ne se calmait même pas la douleur des infarctus massifs, par exemple. Donc, ça a été une révélation pour moi, et j'ai eu la chance de rencontrer les initiateurs du soin palliatif en France, notamment Michel Salamagne, qui m'a pris un peu dans sa proximité de travail. Nous avons fait un groupe d'analyse avec Michel Renaud pour analyser nos pratiques, et nous avons été le creuset qui a fondé quelques années plus tard la Société française de soins palliatifs, dont j'ai été secrétaire général fondateur. Retourné à l'hôpital, j'ai arrêté la médecine générale, je suis devenu spécialiste de gériatrie, de douleurs chroniques, de soins palliatifs, et j'ai donc été effectivement un animateur du mouvement des soins palliatifs. J'ai présidé à la fin de ma carrière le conseil scientifique de la Société de soins palliatifs. On a publié énormément de choses, et donc je suis très impliqué toute ma vie sur les malades qui ont mal, qui vieillissent et qui vont mourir. Et ça m'a fait travailler toute ma vie sur se prendre soin. Avant même la loi Lanetti, c'est prendre soin qui compte. Et depuis ma retraite clinique récente, eh bien, je travaille comme expert auprès des partis politiques, des instances, des tutelles qui ont bien du mal à comprendre ce qu'on leur explique. Et la preuve, c'est qu'ils font un texte qui dépénalise euthanasie, suicide assisté, qui est une folie. Et quand on leur explique, ils ne veulent pas nous croire ou ne veulent pas nous entendre. C'est sûrement sur cela que va porter notre entretien aujourd'hui. Et on est très impressionné par l'idéologie, prégnante, et qui fait que les gens ne réfléchissent plus, ne lisent plus, et quand on leur dit mais l'euthanasie c'est pas un progrès social, si c'est un progrès social, liberté, autonomie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis on est confronté aussi dans la société au fantasme des bien portants qui imaginent qu'ils ne veulent pas être grabataires, déments et incontinents. Personne n'a envie d'être comme ça, sauf que quand on est malade, on change sa vision. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Merci beaucoup pour cette introduction. Vous avez écrit un livre avec votre acolyte, le docteur Pascal Favre, qui s'appelle Fin de vie, peut-on choisir sa mort, qui est aux éditions Artege, et qui a été préfacé par Marie de Henzel, qui a été une des premières finalement à parler de cette mort intime, de ces soins palliatifs, dans une vision peut-être qui pourrait paraître aujourd'hui un peu surannée, de la main dans la main, accompagnée jusqu'au bout. Est-ce que vous avez dit que cette proposition de loi finalement était une folie? Ce sont des mots forts. Oui, que j'assume et que j'ai dit. J'ai été auditionné à l'Assemblée nationale l'année dernière par la commission spéciale le dernier jour,
Et je leur ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train d'écrire? C'est la loi la plus permissive du monde, c'est la loi qui bat tous les records. Vous donnez, alors ça a été retiré du texte pour l'instant, mais ça reviendra, on ne se fait aucune illusion. À l'époque, l'année dernière, un proche pouvait euthanasier son proche, c'est-à-dire qu'un enfant pouvait euthanasier son parent, un conjoint pouvait euthanasier son frère et sa sœur. Enfin, c'était totalement insensé de mettre ça dans un projet de loi. Ça a été retiré, ça reviendra, on ne se fait pas d'illusions. Et je leur ai dit, mais il y a une espèce de viscosité intellectuelle. D'abord, j'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer sur le niveau de travail de beaucoup de nos députés. Il y a certains députés récemment qui m'ont demandé à me voir comme expert pour poser des questions, et au bout d'une demi-heure de l'entretien, je m'apercevais qu'ils n'avaient jamais lu la proposition de loi sur l'aide à mourir pour lequel il me demandait de venir pour me poser des questions. Il ne l'avait jamais lu. Il la découvrait avec moi sur leur ordinateur. Totalement incroyable que des membres de la représentation nationale, ils sont pas tous comme ça heureusement, soient aussi peu impliqués et travaillent aussi peu. Donc, on est vraiment confronté à une pesanteur, à une viscosité, à une modification en profondeur de la société. Et puis, nous, les Français, on a la chance d'avoir les exemples des pays étrangers. Je dis, c'est une chance, parce que ça montre tout ce qu'il ne faut pas faire. Ils sont en train de le faire. On y reviendra sûrement. Et on a la chance d'avoir cet exemple. Alors, c'est pas un exemple à suivre, mais puisqu'ils n'arrivent pas à faire correctement l'euthanasie ou le suicide assisté, et on a fait un livre entier qui le montre, et on continue à publier là-dessus, en particulier le collectif Démocratie, Éthique et Solidarité a fait une brochure extrêmement documentée. Actuellement, c'est la brochure la plus documentée sur les référentiels pays étrangers. Il y a 4 pages de références, de publications, de chiffres précis. On cite les commissions de contrôle, etc. On ne peut pas dire que c'est faux quand c'est les chiffres même présentés par les pays étrangers qui parlent de leur expérience. Et donc, dans ce avis numéro 1 du collectif DES, on a fait un énorme travail de synthèse et on montre bien à quel point les pays qui ont dépénalisé n'arrivent pas à contrôler. Donc, quand le gouvernement et Mme Vautrin osent parler de critères stricts, c'est une blague, pour ne pas dire un mensonge. Il n'y a pas de critères stricts. On va juste détailler ensemble tout à l'heure l'article 4. Vous allez voir que tous les gens malades finissent par rentrer dans cet article 4. C'est des millions de personnes qui peuvent être éligibles à l'euthanasie et suivi assisté. Il n'y a pas de critères stricts dans cette proposition de loi. C'est pas vrai. Mais il suffit d'être un peu compétent en clinique humaine pour s'apercevoir. On en parle. Oui, alors, vous avez assisté la semaine dernière à la réunion de la plénière de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Il y avait presque 3000 personnes, je crois, dans la salle. Il y avait plus de 3000 personnes, record battu, oui. Ouais, c'est ça, hein, ça veut dire que ça concerne quand même beaucoup les professionnels de santé. Et quel est justement le ressenti que vous avez eu? Qu'est-ce qui s'y est passé? Parce qu'on a à la fois la ministre qui est venue, mais à la fois des débats qui ont été houleux probablement sur cette question de cette aide à mourir. Oui, alors d'abord, c'était un très très beau congrès, très réussi. On peut saluer l'équipe lilloise vraiment du travail de préparation. Effectivement, Mme Vautrin a eu le courage de venir se présenter à l'Assemblée plénière. Évidemment, elle n'a pas eu un accueil très favorable. Alors, c'est très intéressant de voir, il y a quand même quelques personnes pro-euthanasiques au sein du mouvement de soins palliatifs, hein, on l'a publié, on le sait, qui se sont précipités sur la ministre après sa communication et qu'on dit, vous inquiétez pas, Madame la ministre, on n'est pas tout seul à le côté. Il y a certaines presses pro-euthanasie qui n'ont cité que ce moment-là pour dire, vous voyez, mais même au sein du monde somatif, il y a des pro-euthanasies. Bien sûr, nous le savons depuis des années, c'est inférieur à 10%, mais ça existe. Et donc, l'immense majorité du mouvement est absolument opposée à cette dépénalisation qui vient bouleverser complètement le prendre soin. Et on voit bien immédiatement dans le traitement de l'information d'un congrès formidable comme ça, à quel point les prises de position sont immédiatement reflétées par la partialité avec laquelle on parle de l'événement. Oui, c'était un beau congrès, beaucoup de débats, des témoignages extrêmement forts de pays étrangers. Ariane Plaisance, l'anthropologue québécoise, est venue nous raconter à quel point
c'était une banalisation spectaculaire au Canada, que donner la mort à l'autre est devenu complètement quotidien, banal. C'est une manière élégante de finir sa vie. Et bien sûr, c'est formidable puisque c'est liberté, autonomie. On voit bien d'ailleurs sur ce plan-là, la liberté, l'autonomie sont devenues les valeurs supérieures à toutes les autres, y compris à celles de la solidarité, y compris à celles des liens familiaux, puisque je vous rappelle quand même, dans certains pays étrangers, la loi prévoit que la personne qui se fait euthanasier n'est pas obligée de prévenir ses proches. Et il y a eu un procès retentissant en Belgique, où la commission de contrôle a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Un fils n'a pas été au courant que sa mère a été euthanasiée. Il l'a appris après. Alors, c'est la liberté de sa mère, c'est évidemment la souffrance du fils, mais qu'est-ce qu'une loi ? Quelle civilisation est défendue par une loi qui peut permettre une telle folie? Je me fais euthanasier et je ne le dis pas à mon propre fils. Et j'ai le droit de ne pas le dire à mon propre fils. Quelle image une civilisation se trouve impactée. Quelle image. Quel lien est défendu par une civilisation qui permet cette folie? Je me fais euthanasier, je ne dis pas à mes enfants, ils l'apprendront après. Alors, vous imaginez le nombre de deuils pathologiques et de souffrances familiales après ce genre de procédure. Donc, tout ça a été évoqué. On a évoqué le Canada, la Belgique. Il y a eu plein de chiffres incontestables qui ont été présentés. Beaucoup de travail sur le vécu des soignants. Et il y a un document qui vient de sortir encore là sur des médecins euthanasieurs qui racontent pourquoi ils trouvent ça positif. C'est très compliqué. Quand vous touchez à une structuration morale de la société, parce qu'il faut quand même rappeler que dans toutes les époques, dans toutes les civilisations actuellement, l'interdit de donner la mort existe. C'est l'interdit fondateur de nos sociétés modernes. Trouver des arguments pour justifier que ça peut être positif de donner la mort à l'autre, c'est une sacrée sublimation, une sublimation sacrée même peut-être. Et cette sublimation se construit, est respectable. Beaucoup de médecins euthanasieurs nous disent que c'est formidable, c'est positif, ils écoutent la liberté du malade, ils sont au service de la liberté du malade, il ne veut plus vivre, c'est sa liberté, soit. Et moi, ça me plaît pas forcément, mais je respecte sa liberté et je finis par m'occuper de lui, à être dans une connexion extraordinaire, dans une humanité du soin. Je soulage la famille, je soulage le malade. C'est terminé dans l'absence de douleur, évidemment, ça, quand on est mort, on n'a plus de douleur, etc. Et c'est toute une construction. Une construction est-elle factice? Je ne sais pas. Tous ces praticiens semblent être honnêtes avec eux-mêmes, mais comme le dit Ariane Plaisance, en posant une question géniale, est-ce que être heureux de l'humanité de ce qu'on fait doit nous rendre aveugles sur les transgressions morales de ce qu'on est en train de faire? Parce que les transgressions morales, ça existe. Parce que les interdits, c'est pas fait pour être brisé. Quand vous entrouvrez un tabou, il n'y a plus de tabou. Un tabou, c'est oui ou non. Ça peut pas être oui et demi ou non et demi. Si vous entrouvrez la porte s'ouvre. Il n'y a plus de tabou. Or, le tabou est structurant de la société. Relisons nos grands auteurs, Freud, Lévi-Strauss et bien d'autres. Il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de frein. Ivan Illich avait dit, déjà il y a 50 ans, que l'éthique ne les réfrène plus, le tabou ne les arrête plus, etc., dans une phrase magnifique dont je me souviens plus très bien, mais phrase géniale qui montre à quel point, quand vous faites glisser les référentiels, vous essayez de faire sauter toutes les limites, sauter toutes les lignes. Et c'est une société qui adore ça. Un grand journaliste l'autre jour sur une émission du matin qui disait « Il faut faire bouger les lignes, sauter les carcans ». Mais au nom de quoi? Au nom de quoi? Tu as des études pour dire qu'il faut faire bouger les lignes? Pourquoi tu veux faire bouger les lignes qui sont structurantes de la société? Au nom de quoi tu veux faire sauter les carcans? Il y a des carcans qui sont très utiles. Regardez la catastrophique manière dont on élève nos petits-enfants, qui sont des enfants tyrans, des enfants dieux, parce qu'ils n'ont pas de limite, on ne sait pas leur dire non 3 fois d'affilée. Et il y a des livres entiers qui sortent là-dessus, qui montrent à quel point c'est une catastrophe. On a besoin de limites. L'interdit est structurant. L'interdit est structurant. Et vous avez des gens qui, dès qu'il y a un interdit, dès qu'il y a une contrainte, essaient de la faire péter comme si c'était obligatoire pour vivre heureux de ne pas avoir de contrainte. Moi, le vieux clinicien qui a accompagné des milliers de malades jusqu'à leur fin de vie, alors excusez-moi, moi je connais un peu
le travail, hein, quand je parle à des députés, des journalistes qui n'ont pas vu un malade de leur vie et qui me disent non, c'est pas ça, excusez-moi, ce sont les cliniciens qui peuvent témoigner de ce qui se passe avec les malades, pas des gens qu'on n'a jamais vus. J'en ai assez de ces manipulations médiatiques où Madame Hidalgo, maire de Paris, nous a injurié l'autre jour dans une conférence en disant j'en ai marre de ces pseudo-experts, en parlant de nous, les paléontologues. Pseudo-experts? Non, Madame Hidalgo, restez raisonnable. Vous n'avez jamais vu un malade de votre vie, vous savez pas ce que c'est, vous n'êtes pas soignante. Donc quand on vous dit que ça se passe comme ci ou comme ça et que les problèmes sont ceux-là, écoutez-nous. C'est quand même incroyable qu'on en soit là, quoi. On n'écoute plus les gens dont c'est la pratique professionnelle. Et donc, dans ce congrès formidable, très riche, on a évoqué sans tabou ces questions, ces limites, ces interrogations. On a analysé la loi. Pascal Favre a montré comment, dans un atelier retentissant avec Farrugia et Bruno Dalla Porta, Farrugia Ossini, les 4 types de pression qui s'exerçaient sur le soignant pour l'inciter à pratiquer la mort programmée. Parce que moi, je dis jamais aide à mourir. Hein. Aide à mourir, c'est un mensonge. C'est pas une aide, c'est une mort programmée. C'est l'euthanasie, suicide assisté. Je n'emploie jamais l'expression aide à mourir. Donc, Pascal Favre a montré les pressions morales, les pressions médiatiques, les pressions financières qui s'exercent sur le sujet qui est en difficulté. Et ça, la société doit vraiment travailler pour ne pas tomber dans le piège que nous montre justement l'exemple des pays étrangers qui sont tombés complètement dans ces pièges-là. Il y a énormément de choses dans ce que vous dites. Une des premières choses qui me frappe, c'est cet accompagnement médiatique de cette mort administrée, mort programmée, qui est complètement univoque, qui finalement est absolument d'accord. Alors, et se pose en une sorte d'arbitre, disant que on peut balayer d'un revers de main effectivement les experts et tous ceux qui ont travaillé. C'est le deuxième point qui me frappe, c'est la quantité de travail que vous avez fourni, que la SFAP a fourni, que le groupe démocratie, éthique et solidarité a fourni. C'est que c'est finalement vous qui avez fait le travail qui aurait dû être fait par les attachés parlementaires pour essayer de fournir les données du débat. Il y a beaucoup d'attachés parlementaires qui sont excellents et impliqués et qui travaillent effectivement au service de leurs députés. Et ça, il faut saluer le travail de certaines équipes qui sont vraiment valeureuses. Vous avez tout à fait raison. Mais tu sais, les dernières fois que je suis passé à la télévision, on parlait du projet de texte et je dis, mais quand même, regardez l'article 1, il y a le devoir d'achèvement. Le soignant doit rester à côté du malade qui se suicide pour intervenir en cas de besoin. Et alors, c'est quand même assez hallucinant. Dans la proposition de loi, le soignant doit être suffisamment prêt et en vision directe du malade en train de se suicider pour pouvoir intervenir en cas de difficulté. Donc, à la télévision, sur un plateau, je dis, il s'agit d'un devoir d'achèvement. Le soignant doit être là pour euthanasier le malade qui n'arrive pas à se suicider. Oh, monsieur Gobas, c'est scandaleux de dire ça. Ben non, c'est pas scandaleux. Quand dans un projet de loi, c'est marqué que le soignant doit être suffisamment prêt, en vision directe, pour intervenir en cas de difficulté, c'est pour l'achever, puisqu'il veut suicider et qu'il n'y arrive pas tout seul. Ça s'appelle un devoir d'achèvement. Tout le monde a hurlé en disant, mais c'est scandaleux, vous utilisez des mots inadmissibles que le projet de loi ne dit pas. Oui, il ne dit pas devoir d'achèvement. Enfin, être suffisamment prêt en vision directe pour intervenir, ça s'appelle un devoir d'achèvement. Mais les députés ne se rendent même pas compte des implications pratiques. D'ailleurs, à la commission, j'ai dit, mais alors, où est-ce que je me mets, moi? En EHPAD, je reste dans le couloir, dans la salle de bain, dans la chambre, j'en trouve la porte pour entendre qu'il n'y ait plus de bruit, pour intervenir s'il n'arrive pas à se suicider. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et à domicile, je vais dans le salon, je reste à côté de la chambre, je me mets dans la chambre d'amis. Mais des députés arrivent à construire des textes de loi comme ça? Mais c'est véritablement stupéfiant. On est tombé dans une médiocrité de travail parlementaire qui est absolument incroyable. Et ça commence par le titre de la loi. Droit à l'aide à mourir. Un droit? Enfin, la rupture anthropologique, elle est dès le titre de la loi. Ah, c'est tout neuf, hein. La loi s'appelle maintenant droit à l'aide à mourir. Depuis 1 an et demi, c'était relative à l'aide à mourir. Maintenant, c'est devenu un droit. Et vous voulez autre chose pour montrer que c'est une rupture anthropologique? Vous avez le droit de demander à quelqu'un de vous tuer? Enfin. Ah oui, parce qu'il y a aussi un autre problème sur les mots. Et Pascal Favre a écrit des pages entières là-dessus, assez spectaculaires. Il y a beaucoup de journalistes et d'hommes politiques, dont notre président, qui disent « j'aime pas le mot euthanasie, c'est trop violent ». Oui, enfin, excusez-moi, mais tuer l'autre, c'est tuer l'autre. Il y a pas. D'ailleurs, Orsena, l'académicien,
que le ministre avait chargé de faire une note pour redéfinir les mots pour que ça soit plus facile à admettre, a refusé de rendre sa copie en disant « Tous les mots euthanasie, soins palliatifs sont parfaitement définis, je ne vais pas refaire les définitions, je ne rendrai pas mon rapport. » Et je salue une fois de plus le courage de M. Orsena, qui sera mis à l'index par le pouvoir politique pour avoir dit non, de ne pas avoir rendu une copie impossible à écrire. L'euthanasie, c'est tuer l'autre. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Et le suicide assisté, c'est vous vous suicidez avec l'aide d'un autre. Il n'y a pas d'autre définition. C'est d'ailleurs inscrit dans le code pénal. Donc voilà, on ne va pas réécrire les mots. Mais Madame Vautrin continue à dire que l'aide à mourir, c'est ni euthanasie, ni suicide assisté. Elle a même inventé en direct à la télévision, elle a dit, c'est la voie française que nous inventons pour finir sa vie. Autre déformation de... Ah non, mais Madame Vautrin n'hésite devant rien. Donc, c'est la voie française. Donc, en fait, en France, on peut se permettre de redéfinir les mots pour faire moins peur aux gens. Je rappelle quand même qu'on a publié, là aussi, on a trouvé un député, après la loi Falorni en 2021, qui avait voté pour la loi Falorni, et on lui dit, mais vous vous rendez compte que vous venez de voter pour l'euthanasie et le suicide assisté? L'aide à mourir, ça veut rien dire. Ah bah si j'avais su que c'était l'euthanasie, jamais j'aurais voté cette loi. Un député n'était même pas au courant que l'aide à mourir, c'était euthanasie et suicide assisté. On le publie quand même suffisamment fort partout, et vous avez raison, Louis, de faire remarquer que le service public est outrageusement pro-euthanasie. Toutes les chaînes du service public sont complètement pro-euthanasie. Vous n'entendez pas grand-chose de pro-soins palliatifs et vous n'entendez aucune critique du mouvement euthanasie. Et il y a toutes les émissions récentes le prouvent. Mais effectivement, avec une sorte d'imprécision volontaire, de glissement vers un langage, une novlangue administrative et technocratique complètement euphémisante, qui ne permet pas de prendre la mesure de la réalité simplement de ce qui va se vivre et de ce qui va être vécu, et avec en plus une sorte de roman esthétisant et passionnel qui finalement arrive à convaincre les soignants en venant chercher, en venant gratter leurs fibres relationnelles justement de soignants. Il y a comme une sorte de perversion dans cette loi qui vient proposer la mort, mais au titre de la relation. Ce que vous avez décrit sur ce travail anthropologique canadien finalement. Oui, c'est ça. Au nom. Alors c'est comme Corinne Van Oost, hein, l'euthanasieuse belge qui vient de prendre sa retraite, qui a dit sur France Inter il y a quelques mois. C'est assez spectaculaire, c'est comme un coup de fusil. 2 minutes avant, vous parlez avec le malade, vous regardez dans les yeux, vous injectez, c'est comme si vous le tuez, puisque 2 minutes après, il est mort, c'est terminé. Vous l'avez soulagé de sa vie difficile. Quel message une civilisation envoie à tous ses citoyens les plus vulnérables, les plus faibles, les plus dépressifs, les plus en danger, si on accepte de les tuer, s'ils disent que leur vie est difficile. D'ailleurs, Madame Vautrin a été assez imprudente dans une réunion d'experts il y a quelques semaines. Elle nous dit, j'étais pas là, mais c'est mes collègues qui sont confrontés à cette parole, c'est les membres de son cabinet, arrêtez de vous énerver, vous les pathologues, c'est une loi qui concernera peu de malades. L'après-midi même, on avait rédigé une note avec les chiffres de ce qui serait éligible dès le passage de la loi. Parce que quand vous regardez qu'est-ce qui est éligible, il faut avoir une maladie grave en phase avancée. Alors le législateur redéfinit ce que c'est qu'une phase avancée. C'est, accrochez-vous, hein, c'est l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie. Quand les jurys et les législateurs se mettent à faire de la clinique humaine sans avoir fait médecine, c'est spectaculaire. Alors, je répète, la phase avancée... Ça rend éligible même un diabète qui commence à avoir la moindre complication. Donc, on a fait une note à Catherine Vautrin. La semaine prochaine, c'est 1,4 million malades éligibles, sans parler des autres. Parce que si vous regardez la phase avancée d'une maladie grave et incurable qui touche la qualité de vie, allez, 50 000 dialysés, 100 000 malades sous oxygène, 200 000 diabétiques qui ont déjà des complications vasculaires, 350 000 schizophrènes qui n'arrêtent pas d'essayer de se suicider, 400 000 malades métastasés, on va tout de même pas dire qu'ils sont pas dans une phase avancée d'une maladie incurable quand même, 400 000 malades métastasés, etc. Avec quelques grandes maladies comme ça, on arrivait à 1,4 million. On lui a fait une note en disant, Madame Vautrin, c'est 1,4 million tout de suite, sans parler du reste, sans parler des élargissements. Parce que la loi va s'élargir, tous les pays ont élargi, vous serez obligé d'élargir.
sous la poussée égalitaire. Vous savez que dans une société contemporaine, il faut que tout le monde ait le droit à tout, y compris à se faire tuer. Donc, c'est ce qui s'est passé au Canada. Je rappelle quand même au Canada, comment ça a commencé? C'est parce que des associations ont attaqué en disant « Vous nous empêchez de nous suicider, nous voulons avoir le droit de nous suicider ». Et le Canada a dit « Ok, c'est votre liberté fondamentale ». La porte était ouverte et en quelques années, toutes les maladies, même si vous n'êtes pas en fin de vie, peuvent se faire euthanasier au Canada. Je répète, même si vous n'êtes pas en fin de vie, vous pouvez vous faire euthanasier au Canada. Et il y a eu des publications terrifiantes où des malades handicapés à qui on refusait le financement dans l'installation de leur appartement ont publié la note qu'ils recevaient de l'hôpital ou des services d'aide sociale en disant voilà, on peut pas équiper votre appartement d'une rampe, de ceci, de cela, mais vous savez que si votre vie est trop difficile, vous avez droit à l'aide à mourir qui est remboursée à 100% par la sécurité sociale et qui peut être fait dès la semaine prochaine. C'est marqué noir sur blanc. C'est-à-dire que, encore une fois, je dis, une civilisation qui envoie le message aux pauvres, aux handicapés, aux vulnérables, aux dépressifs, aux isolés, que, attends, si c'est trop difficile, l'euthanasie 100%, remboursée à 100% est possible d'ici 8 jours. Quel message une civilisation envoie à ses membres quand on commence à dire ça? Qu'on ne me parle pas de critères stricts, c'est une blague. Vous vous rendez compte qu'il y a 2300 salariés avenue de Ségur au ministère de la Santé, 2300 salariés, la DGES aide la ministre à écrire un texte comme ça. Et elle ose dire que c'est une voix française. Je vous laisse méditer. C'est pas du travail, c'est de la com. Et je pense à un patient canadien qui s'appelle Roger Follet, qui est actuellement hospitalisé, à qui on propose de manière insistante une euthanasie ou un suicide assisté, alors qu'il est atteint d'une maladie neurodégénérative et que lui, effectivement, sa demande, c'est d'avoir des équipements à domicile, qu'il a tout à fait envie de vivre, qu'il n'a pas du tout envie d'être euthanasié ou d'avoir un suicide assisté. Et donc là, on sent que ces lois induisent une pression sur les plus faibles, les plus fragiles. Au nom de la solidarité, il y a comme un abandon de la solidarité. Est-ce que vous pouvez expliciter cette ambiguïté de cette loi? Alors, on a résumé ça dans notre bouquin. Dès sa promulgation dans les pays concernés, une loi de dépénalisation de l'euthanasie offre à cet acte une légitimité qui en transforme radicalement la perception. Ça invite chaque patient à l'envisager, ça autorise chaque praticien à l'exécuter, et ça propose à toute la société d'en faire une modalité acceptable, voire souhaitable, du mourir. Cette phrase résume un peu ce que vous évoquez, Louis, parce que, en fait, quand vous dépénalisez l'euthanasie ou le suicide assisté, vous changez le paradigme du soin. Normalement, dans nos sociétés évoluées, occidentales, postmodernes, vous soignez jusqu'au bout, même si c'est difficile, même si c'est tragique, et vous vous battez jusqu'au bout pour calmer la douleur physique et la souffrance morale. C'est pas la même chose, le législateur là n'a pas compris, il n'arrête pas de parler de souffrance physique. La souffrance physique, ça s'appelle la douleur. Et ils ne veulent pas le mettre. Mais ils sont vraiment, mais complètement des législateurs. Donc, souffrance physique, douleur physique, souffrance morale. Cette phrase est très intéressante. Quand vous avez le prendre soin, qui est dans le socle philosophique du soin, quelle que soit la difficulté, vous vous battez jusqu'au bout pour que le malade trouve le sens de sa vie jusqu'au bout. Et moi qui ai accompagné des milliers de malades très malades, je peux vous dire que la quasi-totalité a du sens à sa vie jusqu'au bout. Et même s'il dit j'en ai marre, ça ne veut pas dire qu'il demande à être tué. J'ai dirigé un centre expert maladie neurologique, puisque mon centre de douleur chronique soins palliatifs était un centre pour les SLA, les Creutzfeldt-Jakob. J'ai soigné plus de 200 malades atteints de SLA. Moins de 5% demandent vraiment une euthanasie. Moins de 5%. Alors je sais, il y a un biais de recrutement. Les SLA qui acceptaient de venir dans mon service, c'était des SLA qui acceptaient le soin palliatif. Celles qui veulent d'emblée l'euthanasie et qui sont dans l'insupportabilité de leur maladie de Charcot n'acceptent même pas d'aller dans les centres de soins palliatifs parce qu'ils veulent qu'on les euthanasie avant. Je sais bien ça. Mais qu'on arrête de dire qu'avoir une maladie de Charcot, c'est obligatoirement demander l'euthanasie. C'est un mensonge, c'est une déformation. Bien sûr, c'est une maladie terrible. Mais je peux attester, pour en avoir soigné beaucoup, que quand elles sont
impeccablement pris en charge au niveau de la douleur physique et de la souffrance morale. Oui, c'est des malades qui n'ont pas une vie marrante, mais ils vivent avec leurs femmes, leurs maîtresses, leurs enfants jusqu'au bout, ils mangeotent jusqu'au bout, ils foncent jusqu'au bout, et même quand vous ne pouvez écrire que sur votre tablette électronique, j'ai des captures d'écran de malades qui, avec leurs yeux, m'ont écrit des textes entiers en me disant « c'est formidable, demain je veux faire ça, demain je veux regarder ça, etc. » Non, arrêtons de dire que sous prétexte vous êtes très malade, vous n'avez plus envie de vivre. C'est un validisme terrifiant. D'ailleurs, il y a des associations d'handicapés, vous savez, c'est quand même Pascal Favre qui a sorti en France la nouvelle de « Ils euthanasient les DMLA en Belgique ». C'est nous qui l'avons sorti, les premiers, les Français. Immédiatement, quand ils ont su qu'on disait ça, les Belges ont dit « mais c'est pas vrai, les Français mentent ». Manque de peau, c'est sorti dans la commission, dans le rapport écrit de la commission de contrôle. Donc, ils ont arrêté de dire qu'on mentait, puisque oui, en Belgique, quand vous êtes autonome sur vos deux pieds, vous avez une DMLA, vous dites « mais je ne veux pas vivre dépendant, je ne veux pas être dans un EHPAD parce que je peux plus rester chez moi, parce que je vois plus rien ». Et oui, ils peuvent euthanasier les malades dans ces conditions-là. Donc, juste un mot pour nos auditeurs, la DMLA, donc c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est un trouble visuel lié à, voilà, c'est un défaut de vision. Donc, pour que les gens prennent bien la mesure, parce qu'on voit pas bien, on devient aveugle progressivement, on se fait euthanasier. Il y a vraiment un impératif performatif très très fort derrière cette loi. Vous ne méritez pas de vivre si vous n'avez pas une vie où vous êtes le start-up vous-même dans le start-up world, quoi. Et quand quand Pascal Favre a publié ça en France, ça a été un tollé des associations des aveugles qui ont fait des communiqués en disant « non mais vous allez arrêter vos stupidités ». C'est-à-dire que tous les adhérents de notre association pourraient être éligibles à l'euthanasie parce qu'ils vont devenir aveugles. Mais ça va pas, non? Mais c'est scandaleux. Quand je dis ça aux députés, oui, mais vous savez, faut entendre qu'ils en ont. Mais faut entendre. Vous avez-vous entendu des malvoyants qui veulent l'euthanasie? Ça encore, ça fait partie de la novlangue, des mensonges qu'on répète, des mensonges que les pro-euthanasie font circuler comme si c'était la norme. Et voilà le danger anthropologique. La norme, ça devient de ne pas vivre ce qui est difficile, mais de se faire supprimer avant. Alors que la norme sociale, anthropologique, de solidarité, du prendre soin, c'est même si c'est difficile, on ne m'abandonnera jamais, j'aurai toujours des gens qui s'occupent de moi et je creuserai le sens de ma vie jusqu'au bout, même si je suis handicapé. Et ça, c'est un regard que la société porte sur le fragile, le vulnérable, l'handicapé, qui a basculé en quelques années. C'est tout le courant du validisme. Vous n'avez effectivement le respect que si vous êtes en pleine forme, beau, jeune, looké, branché, performant, gagnant de l'argent, oui, parce que sinon vous êtes inutile, êtes un poids pour la société, etc. Ça, la rupture anthropologique, elle est là. On en montre plusieurs autres aspects dans la communication du Congrès. C'est une rupture anthropologique parce que on change de logique. Et puis, l'article 4. Quand vous êtes éligible à l'euthanasie, respirez, j'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer. Le malade présente une souffrance physique, donc une douleur psychologique liée à cette affection, qu'elle soit réfractaire au traitement, soit insupportable si la personne a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement. Depuis des décennies, la logique du soin, c'est quand quelqu'un arrête un traitement, on ne l'abandonne pas, on continue à s'occuper de lui, on essaie de calmer ses symptômes, on est dans la solidarité civilisationnelle. Rupture anthropologique, si un malade arrête son traitement et dit « Ah, j'ai une souffrance insupportable parce que depuis que j'ai arrêté mon traitement, j'ai beaucoup plus mal. Je suis mal et j'ai mal. J'ai mal, c'est la douleur, je suis mal, c'est la souffrance. Donc c'est insupportable. Donc je suis éligible à l'euthanasie. J'ai une maladie grave, souffrance insupportable. » Rupture anthropologique. Le fait d'arrêter un traitement vous rend éligible à l'euthanasie. Ça n'a jamais existé dans notre pays. Le fait d'arrêter un traitement, c'est la loi Lanetti, ça existait déjà avant. On vous abandonne pas, on continue à s'occuper de vous. Et on va tout faire pour que votre vie soit la moins compliquée possible. Car votre vie nous appartient. Vous êtes une chaîne de la solidarité, de la civilisation. Tu es un autre moi-même, tu es mon frère en humanité, donc je ne te tuerai pas. Tu es mon frère en humanité, donc ta vie m'importe. Car si je dis que ta vie m'importe pas, alors je brise la solidarité qui fait que moi aussi, on s'occupera de moi. C'est une solidarité, ça, civilisationnelle.
Eh bien, cet article 4, qui rend éligible à l'euthanasie tous les malades qui arrêteront un traitement et qui diront « j'ai une souffrance insupportable », hop, aide à mourir. Et on me dit que ce n'est pas une rupture. Enfin, c'est la loi la plus permissive du monde. Alors, j'avais préparé plein de notes, mais ça serait trop long, mais c'est la loi la plus permissive du monde. Peut-être vous pouvez nous donner effectivement quelques détails là-dessus. Sur cette rupture anthropologique, Jean Leonetti l'a dit lui-même, au micro, je crois, de France Inter ou de plusieurs radios ou du Figaro, que c'était ce rédacteur de toutes ces lois qui cherchait le dialogue, qui cherchait à trouver une sorte d'artisanat bien construit de l'accompagnement de fin de vie systématiquement, avec une sorte de sagesse et de patience, sans aucune urgence, sans aucune pression économique ou performative qui soit mise sur le patient. Et on pouvait dire que les lois Leonetti semblait plutôt équilibré pour moi, soignant en tout cas, et favorisait toujours le dialogue entre la famille, le patient et les soignants. Vous avez décrit qu'au Canada, quelqu'un apprenait, en gros par voie de presse, que sa mère avait été euthanasiée. Ouais, c'est extraordinairement choquant. J'ai vu aussi dans les médias quelqu'un que j'admire beaucoup pour son travail intellectuel, qui est Emmanuel Hirsch, dont j'avais lu les livres d'éthique, mais qui pour moi était quelqu'un d'extraordinairement mesuré, qui avait toujours ménagé la chèvre et le chou, qui n'est pas du genre à dire tel ou tel a raison, et qui là s'est dit révulsé au micro d'Europe 1 parce qu'on était en train de faire avec cette loi. Et c'est une des choses qui m'a fait réagir en me disant, tiens, si des gens qui d'habitude sont aussi mesurés que ça trouvent qu'il y a vraiment un problème, c'est qu'il doit y en avoir un quand même. Est-ce qu'on peut rentrer dans les détails de cette loi peut-être? Absolument. Vous avez vu qu'il y a finalement une courte majorité qui a adopté la proposition de loi. C'est 53% des votes exprimés seulement, alors que les pro-euthanasies nous promettait un raz-de-marée pour l'euthanasie. Ça n'a pas été un raz-de-marée. Nous avons eu la preuve par un certain nombre de députés qui, au dernier moment, ont changé d'avis quand ils ont réalisé que cette loi était la plus permissive du monde. On n'était plus dans l'exception de la souffrance insupportable. On est dans la banalisation pour tout le monde. Puisque dès que vous avez une maladie grave et qu'en plus vous arrêtez votre traitement, hop, je deviens éligible à l'euthanasie. Alors, il y a un autre truc aussi terrible qu'on a montré, alors d'une manière absolument scientifique. Quand vous dépénalisez l'euthanasie et le suicide assisté, je rappelle que l'euthanasie, pour nos auditeurs, c'est quelqu'un qui m'enlève la vie, c'est un tiers qui me tue. Même si je le demande, ça s'appelle tuer, je suis désolé. Et puis le suicide assisté, c'est je me suicide avec l'aide de quelqu'un. C'est-à-dire que dans l'euthanasie, je ne fais rien, quelqu'un me tue. Dans le suicide assisté, je suis autonome et responsable de ma vie jusqu'au bout et je me suicide avec l'aide de quelqu'un. Je participe au geste qui m'enlève la vie. C'est déjà une distinction très importante à faire, parce que dans des pays comme la Suisse, l'euthanasie n'existe pas, elle est considérée comme un meurtre. Mais par contre, le suicide assisté, effectivement, existe, avec un encadrement qui est normalement sans bénéfice direct pour ceux qui l'encadrent, sans bénéfice pécuniaire, et très encadré par la loi et par le procureur de la République pour éviter qu'il y ait des meurtres déguisés en suicide assisté. Tout à fait. Et donc euthanasie, suicide assisté, ces deux choses-là sont prévues en fait dans la loi, puisque avec des subtiles rédactions, ces deux choses sont possibles. Mais la loi la plus permissive du monde, par exemple, au niveau des délais. La loi dit, dans un délai de 15 jours, le médecin donne son accord pour l'euthanasie. Dans un délai de 15 jours, ça veut dire le jour même s'il le faut. Et tout le monde tombe dans le panneau. Vous savez, je suis sapiteur judiciaire, j'ai l'habitude d'étudier des textes. Dans un texte de loi, quand on dit peut faire quelque chose et doit faire quelque chose, c'est deux mondes totalement différents. Peut, c'est facultatif, doit, c'est une obligation. Et quand on vous dit le médecin donne la réponse dans un 15 jours, c'est de 1 à 15 jours. Mais ça peut être un jour. Et comme le malade répond en 2 jours maximum, mais que ça peut être abrégé. Si la dignité du malade en dépend, et qu'est-ce qui le dit? C'est le malade. Donc, si vous avez un malade qui arrive en disant, voilà, j'ai une maladie grave, je veux une réponse le plus vite possible parce que je ne veux plus vivre cette vie, le malade peut être euthanasié le jour même, comme au Canada, où la loi a été changée en 2021, ils ont inventé le concept d'urgence euthanasique. Ils sont très forts au Canada. Une urgence euthanasique. Ça veut dire qu'il y a des malades qui sont euthanasiés le jour même de leur demande. En Belgique, c'est pareil. La Belgique ne respecte pas sa loi régulièrement. Et il y a eu une histoire terrible qui est arrivée récemment à Bruxelles, où un malade fait une chute à vélo, devient quadriplégique, se réveille de son coma le lundi matin, dit « Ah non, mais quadriplégique », on lui dit « Vous ne marcherez jamais, votre moelle est sectionnée, c'est terminé ». Il dit « Ah ben dans ces conditions-là, je ne veux pas vivre, je veux l'euthanasie ». Marié, 2 enfants, 40 et quelques années.
il a été euthanasié le mardi à 15 heures. Quadriplégique le lundi matin, euthanasie mardi à 15 heures. Je suis désolé, mais en Belgique, c'est pas normal. C'est pas la loi. La loi prévoit des délais. La loi prévoit un accompagnement psychologique. Heureusement, quand même, qu'on laisse du temps pour que les gens assument le choc de la maladie. Il n'y a pas la moindre, en plus, il y a pas le moindre respect de ce qu'on faisait d'habitude. C'est une sorte de prudence dans l'annonce diagnostique, de progressivité. On peut imaginer qu'un patient à qui on annonce ça de manière très brutale, sans en être sûr du tout, parce que les lésions traumatiques évoluent toujours dans le temps, et d'une quadriplégie, on peut passer à des niveaux plus bas et récupérer une partie. Ça paraît extraordinairement. On est très empressé. Voilà. D'autres points tout à fait hallucinants de cette loi, donc le délai, les pharmaciens qui n'ont pas de clause de conscience, qui sont obligés de participer au geste mortifère, c'est eux qui préparent le produit létal, et je rappelle que c'est le soignant qui va à la pharmacie chercher le produit mortel. Et l'euthanasie et le suicide assisté sont effectués par un médecin ou un infirmier. La collégialité a été réécrite, et si le patient hésite au dernier moment, le médecin doit fixer une nouvelle date avec lui. Vous avez bien entendu, c'est l'article 9. On doit fixer une nouvelle date pour être sûr qu'il n'échappe pas au processus. S'il refuse complètement, ok, il refuse complètement, on n'est pas obligé de fixer une nouvelle date. Il a le droit quand même de changer d'avis, le malade. Donc, il y a des modalités qui vont être préparées par le Conseil d'État, il doit être avis au Conseil d'État. La clause de conscience existe bien sûr, mais vous devez trouver quelqu'un d'autre qui fait le geste à votre place. Donc, c'est une clause de conscience déjà abîmée dès sa définition. Et puis, quelque chose qui est dramatique pour les directeurs d'établissement, les chefs de service, tenez-vous bien, c'est l'article 14. Le responsable du service ou de l'établissement doit permettre l'accès et l'intervention des équipes d'aide à mourir. C'est-à-dire qu'un directeur d'EHPAD, un chef de service, un directeur de CHU, ne pourra pas faire obstacle à ce qu'une équipe d'euthanasieurs vienne euthanasier un malade dans ses services ou dans son EHPAD. C'est prévu déjà, c'est l'article 14. Et puis, l'article 17, c'est complètement première au monde, première mondiale, le délit d'entrave. C'est-à-dire que si vous êtes signalé comme étant un soignant qui essaye de dissuader un malade de se suicider, un malade qui essaye de renoncer à sa proposition d'euthanasie, le projet de loi vous punit de prison et d'amende parce que ça s'appelle un délit d'entrave. En fait, ils ont copié ce raisonnement-là sur ce qui avait été fait pour l'IVG. Mais les temps ont changé. Je vois pas des commandos anti-euthanasiques bloquer la porte du CHU, la salpêtrière, pour empêcher que des euthanasies s'y passent. Ils ont fait un copier-coller de la loi sur l'IVG. Donc, c'est totalement intenable. Les décennies ont passé, ça ne correspond plus à rien. Quand même 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Mais c'est très subtilement rédigé. Écoutez cette phrase qui fait quand même 6 lignes pour définir ça. Le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur l'aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique, notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur dans un but dissuasif sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l'aide à mourir. Alors je vous garantis qu'on va au-devant de contentieux sans fin. Quel juge va pouvoir dire que c'était intentionnellement en erreur dans un but dissuasif qu'on a empêché quelqu'un de se suicider? Les psychiatres ont hurlé quand ils ont vu cet article. Les psychiatres, ça passe son temps à faire de la prévention du suicide. Bien sûr. Oui. Les psychotiques. Tout leur métier ne sert plus à rien. Ouais. Et donc, il y a eu des remarquables communiqués emmenés par Farroja Ossini, professeur Raphaël Gorevitch, entre autres, et je ne sais plus quelle association nationale de psychiatres. On dit, mais c'est insensé. Vous écrivez quelque chose qui vient tuer notre métier. La raison même de notre métier, c'est d'aider à vivre malgré la maladie mentale. Parce qu'on peut jamais dire qu'elle est totalement incurable. Et on va pas faire comme en Belgique, à euthanasier des malades mentaux de 23 ans en leur disant, oui, il se passera rien dans votre vie, vous avez 23 ans, vous euthanasiez. Une jeune fille dépressive chronique suivie en psychiatrie qui a été euthanasiée à 23 ans. Non, quel message envoie une civilisation qui euthanasie une jeune fille de 23 ans en disant il n'arrivera rien dans votre vie, effectivement, ne sert à rien, on vous euthanasie. Quel message une civilisation envoie à ses concitoyens? On est assez effaré de la pauvreté de réflexion qui a donné lieu à cette proposition de loi.
Est-ce que pour vous, on a l'impression de ressentir des relents eugénistes de la fin du 19e ou du début du Clairement. 20e, où il faudrait éliminer tous les insuffisants, tous ceux qui sont pas exactement comme il faut et qui ont pas. C'est saut 20e siècle, on a l'impression, mais on a déjà eu la gueule de bois d'après 1945, quoi. Je veux dire, normalement, on sait où mène ce type de politique. Donc cette rupture anthropologique, elle a déjà été consommée. C'est ça que j'ai du mal à comprendre, si vous voulez. Comme si on ne prenait aucun fruit de l'histoire. Nous aussi. Et quand nous travaillons avec certains députés qui sont formidables et qui nous comprennent et qui se rendent compte et qui changent d'avis, beaucoup de députés qui n'ont pas travaillé, on leur dit, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire la civilisation? Ils n'arrivent pas à imaginer. Mais Monsieur Falorni lui-même a du mal à entendre ça, puisqu'il y a une vidéo tout à fait étonnante lors des auditions l'année dernière, où un prof de sympathie essaie de lui faire comprendre qu'il y a une différence entre désir et volonté. Un camarade qui dit « j'en ai marre », ça ne veut pas dire qu'il veut qu'on le tue. Et Falorni, 3 fois de suite, lui fait répéter en disant « je comprends pas, quelle est la différence ?» Dans la représentation du monde de Falorni, je suis factuel, cette vidéo le montre, il ne comprend pas la différence entre quelqu'un qui dit « j'en ai marre, aidez-moi », ça ne veut pas dire « tuez-moi ». Et pour lui, c'est ça que ça veut dire. « J'en ai marre », ça veut dire « tuez-moi ». Et la scène en vidéo est digne d'un film de science-fiction, mais malheureusement, c'est la réalité, où Falorni ne comprend pas la différence. Ouais, comme s'il n'avait qu'une lecture au premier degré de la souffrance de l'autre et que sa solution, la solution unique, ce serait d'en finir. Juste un petit mot pour nos auditeurs, mais chaque fois qu'on tend une échelle de douleur à un patient, en lui disant mettez de 0 à 10 comment vous avez mal, le patient va mettre à l'intérieur de cette échelle, et y compris de la douleur, de la souffrance morale, et y compris de l'anxiété, des représentations péjoratives sur le futur, sa solitude. Et parfois, vous avez des gens qui vont vous dire j'ai 8, 9 sur 10, et vous les regardez, vous dites c'est pas possible, c'est pas de la douleur au sens à laquelle je l'entends. Et effectivement, vous mettez des antalgiques, ça marche pas. Ils continuent à avoir 8 ou 9 de douleur. Parce que, comme vous leur avez tendu une certaine façon de répondre, ils s'en emparent, simplement. Là, c'est un petit peu pareil. C'est si chaque fois que quelqu'un dit j'en ai marre, de toute manière, vous inquiétez pas, j'ai une solution qui va calmer tout ça. Bah, il y a des chances qu'il y ait beaucoup de gens qui disent ah d'accord, si c'est ça la solution, on va y aller. Hein. Oui, et au Canada, c'est ce qu'ils ont fait. Au début, il n'était pas obligatoire pour le médecin d'annoncer. Là-bas, c'est l'aide médicale à mourir, l'AMM. Non, ils ont euphémisé les choses. Maintenant, ils appellent ça le soin. Le soin ultime. Puis maintenant, c'est même plus ultime, c'est le soin. Monsieur a demandé le soin. Ça veut dire l'euthanasie. On a édulcoré. Oh, non, c'est extraordinaire. Les Canadiens sont inventifs. On a vu des reportages et des collègues. On a travaillé avec un médecin qui est au Québec, à Montréal, qui nous a dit on appelle ça le soin. Monsieur, madame Attel, oui, le soin est prévu demain à 9h. Donc, on l'euthanasie demain à 9h. On appelle ça le soin. Vous imaginez le mensonge, l'euphémisme. C'est pas un soin, on va le tuer. Et c'est pas parce qu'elle le demande que ça devient un soin. C'est pas ça la civilisation. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a quelque chose de fort que c'est en train de se passer, avec une sorte d'auto-aveuglement qui est lié à la peur quelque part de la mort. On a l'impression que des gens comme Olivier Falorni ou d'autres en fait sont mus par une sorte de terreur panique face au handicap, face à la diminution, à la vieillesse, à la maladie. Alors, oui, Monsieur Falorni lui-même nous dit je suis favorable à l'euthanasie parce que ma mère est morte pendant 6 jours et c'est insupportable, plus jamais ça. J'entends la souffrance de Monsieur Falorni, dont la mère était donc prise en charge par une équipe catastrophique, parce que si sa mère est morte en hurlant pendant 6 jours, c'était vraiment pas bon, cela, hein, ça n'existe plus, ça, normalement. C'est-à-dire que si les auditeurs nous entendent et qu'il y a quelqu'un qui hurle nuit et jour, il faut changer d'équipe, là. C'est pas possible, ça n'est pas acceptable, ça n'existe plus, ça. On a les moyens pour éviter ça, évidemment. Eh bien, M. Falorni nous dit, oui, mais ça, je veux laisser la liberté aux gens de ne plus vivre ce moment-là. Et c'est une des clés de compréhension des pro-euthanasies. C'est pour se protéger contre l'angoisse de mort. Leur propre angoisse de mort leur semble tellement insupportable que le fait d'être à l'avance pour l'euthanasie ou le suicide assisté leur rend tout puissant, leur rend possesseur de ce moment. Comme si je suis pour l'euthanasie, ça faisait disparaître l'angoisse de mort parce que à l'avance, je déciderais de ne pas vivre ce moment difficile. Et on publie dans notre bouquin une histoire extraordinaire. On interroge un citoyen suisse, un type
merveilleux, prof de littérature génial, qui nous dit, mais moi, je paye mon association à l'association Exit pour me suicider un jour depuis 20 ans. Je dis, mais pourquoi? Et il répond, ça m'aide à vivre. Alors que ce type était en pleine forme, il est toujours, ce type est en pleine forme, vivant, etc., le fait de payer sa cotisation à une association qui viendra le suicider le jour où il lèvera le doigt, ça l'aide à vivre. Ça lui diminue son angoisse de mort. Ça lui diminue son angoisse de devenir malade ou impotent ou incompétent. Et ça, c'est un mécanisme de défense que les malades nous ont fait comprendre. Ça m'aide à vivre. J'ai eu cette réponse dans une conférence aussi où quelqu'un m'a dit, mais moi je suis pareil inscrit à la DMD, savoir que je pourrais partir avec Exit me rassure quelque part. Voilà. Et on a ces statistiques d'Oregon qui montrent, qui sont les pionniers du suicide assisté dans cette revendication de liberté américaine, je veux être autonome jusqu'au bout, mais où au fond je crois que plus de 30% de ceux qui demandent la kill pill ne l'utilisent jamais. Voilà. Ils ne vont pas la chercher, ou ils l'achètent, ils ne l'utilisent jamais, et ils meurent de leur maladie, ou d'un autre truc, d'un autre accident, et ils meurent de la maladie pour laquelle ils ont eu la prescription. Vous avez tout à fait raison, Louis. C'est un chiffre très important pour l'Oregon, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles, comme c'est strictement encadré, alors pour le coup, ils ont été capables de faire un truc très serré. Il y a très peu d'évolution, ça évolue lentement, ça augmente un peu, mais très peu. C'est la grosse différence. Euthanasie, ça augmente extrêmement dans tous les pays, alors que le suicide assisté reste beaucoup plus modéré. Tout se passe comme si c'était plus facile de tendre le bras pour se faire euthanasier que de se suicider soi-même avec une aide ou de se suicider soi-même complètement comme en Oregon. Voilà une des leçons. Cette proposition de loi est la dent au cyanure pour Monsieur Falorni. Comme vous savez, ces espions qui, s'ils étaient pris et torturés, voudraient pouvoir en finir en croquant leurs dents au cyanure. On a l'impression que c'est un peu son assurance mort en cas de souffrance. Oui, et puis alors, Monsieur Falorni, avec beaucoup de construction politique, se veut l'emblème du respect de la liberté de nos concitoyens, du respect de la liberté de l'autonomie. Et c'est l'étendard dans lequel il se place pour dire « Je suis au service de nos concitoyens, je leur permets de mourir dignement ». Vous remarquerez le glissement sémantique. Mourir dignement, maintenant, c'est pas mourir d'une maladie avec les symptômes bien contrôlés et vivre jusqu'au bout. Mourir dignement, c'est décider d'en finir avant. Il y a eu un glissement du sens. Même Vautrin est tombé là-dedans. Je ne parle pas de Madame Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui, lors de sa cérémonie des vœux en janvier dernier, a dit, lorsqu'on a scindé la loi sur les soins palliatifs et la mort programmée en 2 lois différentes, a dit on met en danger la fin de vie. C'est-à-dire que comme si Madame Braun-Pivet a eu la médaille d'or de la phrase la plus stupide sur cette proposition de loi, on met en danger la fin de vie. Ben non, Madame Braun-Pivet, on va tous mourir, la fin de vie n'est pas en danger, ce sont les conditions que vous fantasmez sur la mort programmée qui sont mis en danger parce qu'effectivement, on a eu un vote un petit peu plus réaliste. Il y a un glissement finalement de tous les termes. La dignité devient au fond l'indignité d'être diminué, vieux, voilà, moche et fatigué et malade, alors que normalement la dignité humaine dépasse tout ça. La liberté, c'est d'être assisté. Il y a un paradoxe insoutenable là-dedans aussi. Je suis libre, mais il faut que la société entière sanctionne ma liberté par un droit. C'est très étonnant parce que on pourrait dire que moi je suis en tant que réanimateur pas vraiment choqué par une famille qui, avec son médecin, de manière intime, et un patient qui est très au clair, après un long délai de réflexion, font ce qu'ils ont à faire dans leur coin sans en demander à tout le monde d'être d'accord, mais le font. Et pour moi, cette espèce de transgression, elle sait qu'elle est une transgression. Et en ce sens, c'est un vrai exercice de liberté, de responsabilité, et y compris devant la répression judiciaire qu'il pourrait y avoir. Et donc, j'ai pas de jugement moral là-dessus, on pourrait dire. Mais là, c'est comme si on nous demandait tous collectivement de dire c'est formidable voilà. D'aller se supprimer ou voilà, d'être supprimé par quelqu'un d'autre. C'est devenu la manière digne de mourir, c'est la mort programmée. C'est pas de vivre sa maladie. Et il y a eu un communiqué de je sais plus qui en Suisse qui a dit en Suisse, le suicide assisté, c'est devenu la manière élégante de supprimer les personnes âgées. Ouais, non seulement élégante, mais il y a eu cette proposition qui a été retoquée finalement de dire que c'était une mort naturelle.
Et derrière cette idée de mort naturelle, peut-être vous avez un mot à en dire. Ça va revenir. C'est évidemment un scandale de dire que l'euthanasie, c'est une mort naturelle, mais Jean-Louis Touraine, le député qui a porté ce projet pendant très longtemps, avait dit à la télévision, dans un interview avec la présidente des soins palliatifs, mais c'est pas l'euthanasie qui est responsable de la mort du malade, c'est sa maladie. Il avait osé dire ça. Donc, rien n'arrête ces pro-euthanasie dans la manipulation des mots et des concepts. Et c'est pour ça que dans la proposition de loi, alors ils ont enlevé l'euthanasie est une mort naturelle, mais ça va revenir dès le passage à l'Assemblée en janvier 2026, ne vous inquiétez pas. Et c'est aussi pour ça que les assurances vont modifier, il est prévu dans la proposition de loi de modifier le code des assurances pour que ça soit une mort naturelle et que ça n'enlève pas les ayants droit des cotisations d'assurance vie et d'un certain nombre de successions qui peuvent être changées en cas de suicide. Donc, la loi a déjà bougé de ce point de vue-là, puisque les assurances vie excluent le suicide seulement pendant les 2 premières années. Il y a déjà des assurances vie qui couvrent les suicides déjà en France, au bout de quelques temps. Mais là, ça serait dès le premier jour. Et un des derniers articles de la proposition de loi demande au Code des assurances de changer leurs règles pour que ça soit une mort naturelle. Et que ça ne pose aucun problème dans les suites de succession. La naturalisation de l'artefact, à la fin, toutes les morts devront être administrées. On a l'impression que mourir en disant non, moi ça va, j'ai envie de voir jusqu'au bout ce que ça va donner, sera vu comme un caprice qui deviendra illégal, quasiment, avec une artificialisation intégrale de cette mort, mais avec un glissement des mots, c'est la naturalisation de l'artifice. Et une autre dimension sur laquelle je voulais vous interroger, c'est la dimension économique de cette loi, parce qu'il y a une dimension éthique, anthropologique, etc. Mais on sent derrière, en tout cas, je suis tenté, mal pensant que je suis, de me dire que peut-être il y a des opportunités business. Alors, ces opportunités business ont été publiées à grand bruit par la Fondation Fondapol. Yves-Marie Doublet et Pascal Favre ont écrit un petit fascicule spectaculaire qui a fait réagir tout le monde, donc ça montre bien qu'ils étaient touchés dans les attaques qui ont été faites. Si on transposait à la France les économies réalisables par autant d'euthanasie qu'il y a au Québec, ce seraient des sommes absolument colossales, des centaines de millions d'euros, même plus 1,5 milliard d'euros a été avancé si on faisait autant d'euthanasie qu'au Québec. Mais ce chiffre est cependant très compliqué à affirmer. D'ailleurs, Yves-Marie Doublet et Pascal Favre sont très prudents dans leur publication, parce que quand vous faites une économie pour une aide à mourir, une mort programmée, ça dépend quand vous êtes. Est-ce que vous euthanasiez une dame de 95 ans dans un EHPAD, où vous économisez le soin, l'hébergement, la retraite, etc. Quand vous économisez, comme c'est le cas au Québec, pour des gens de 40 ans, chez qui on trouve un cancer, d'emblée métastasé, à la première consultation, on leur dit, voilà, vous avez des métastases, radio, chimiothérapie, chirurgie, etc. Il y a des cancers, ça a été publié, des patients qui ont dit, pas question, je veux l'aide médicale à mourir. Et 8 jours après, ils sont morts. On économise 6 mois de chimiothérapie, de la chirurgie, 2 mois de radiothérapie, la rééducation, 3 ans d'arrêt de travail. On économise des choses colossales. Donc, c'est très, très difficile de mesurer les économies parce que tout va dépendre de ce que vous prenez en compte, les soins, l'hébergement, la retraite, les cotisations de mutuelles, etc. L'âge, la maladie, il y a des maladies qui coûtent plus cher que d'autres à soigner, etc. Mais on est dans des sommes absolument colossales. C'est des centaines de millions d'euros dès le début, et ça va monter encore plus au fur et à mesure que les courbes de mort programmée monteront, puisqu'elles monteront inévitablement dans tous les pays. Elles ont monté immédiatement. Québec, Hollande, Belgique. Alors ça aussi, là, c'est une grosse blague des Belges qui disent que les euthanasies n'ont pas augmenté. Quand vous rapportez le nombre d'euthanasies en Belgique à la population, en 20 ans, les euthanasies ont augmenté de 750%, rapporté à la population. Et les Belges veulent tellement édulcorer l'impact de leur loi, tellement qu'ils ont dit non, il y a à peine une augmentation. Ils ne savent même pas faire des calculs et une règle de 3. Si vous rapportez ça à la population de la Belgique, qui est un tout petit pays, je rappelle, c'est une dizaine de 11 millions d'habitants, ce qui n'est pas du tout méprisant de ma part, mais c'est les chiffres sont à travailler en proportion, pas en valeur absolue, eh bien, il y a 750% de plus d'euthanasie maintenant que lors de la 2e année de la loi, rapporté à la population. Donc, c'est une explosion sociétale. Quand vous proposez une offre, vous créez la demande.
Quand vous entrouvrez la porte s'entrouvre en entrant. Au début de la loi en Belgique, jamais il n'aurait dit euthanasier des gens qui n'étaient pas en fin de vie. Et puis, le critère a changé. Sous le double prétexte de l'égalité et de l'autonomie, tous ceux qui le demandent doivent pouvoir avoir accès. Et on revient à ma première phrase tout à l'heure sur le titre même de notre loi en France, le droit à mourir. C'est un droit à demander, pas un droit à ce qu'on vous tue. C'est un droit à demander. Déjà, c'est terrible, mais un droit obligatoire à avoir accès à l'euthanasie, c'est une folie anthropologique. Peut-être j'ai une dernière question, parce qu'on se rapproche doucement de la fin de notre entretien qui était extrêmement dense. Merci Jean-Marie pour tous ces apports. Est-ce que vous pensez que cette loi, par ailleurs, crée une sorte de compétition entre l'aide médicale à mourir, le suicide assisté, l'euthanasie et les soins palliatifs? Est-ce que elle correspond quelque part à un abandon de la possibilité du soin palliatif? Mais bien sûr, puisque à force de poser des questions aux pays qui ont dépénalisé l'euthanasie et le suicide assisté, on finit par voir les vraies réponses. Tous les pays qui ont dépénalisé l'euthanasie et le suicide assisté, il faut bien qu'ils financent tout ça, les campagnes de communication, la prise en compte, etc. Les soins palliatifs ont arrêté de progresser, voire ont régressé. Alors au Canada, c'est spectaculaire, puisque toutes les unités de soins palliatifs qui avaient refusé de faire l'euthanasie ont été obligées de venir à l'aide médicale à mourir au Canada, sous les menaces des mécènes, sous les menaces de perte de financement et sous les reproches de la population conditionnée par ailleurs par l'ultralibéralisme canadien. En Autriche, ils entament leur 3e année pour le suicide assisté. Toutes les équipes de soins palliatifs souffrent parce qu'en Autriche, il faut obligatoirement voir un médecin de soins palliatifs avant d'avoir l'accès au suicide assisté. Donc les équipes de soins palliatifs ont été submergées de demandes de suicide assisté. Et puis surtout, la loi sur le suicide assisté en Autriche était accompagnée d'une promesse de budget important pour les soins palliatifs qui n'ont jamais été votées. Le gouvernement autrichien a menti. Ils ont financé le suicide assisté et ils n'ont jamais versé les subsides promis pour les soins palliatifs. On vient d'avoir la confirmation par des responsables autrichiens il y a quelques semaines. Les budgets ne sont pas arrivés. Donc vous voyez, il ne faut pas rêver, les caisses sont vides un peu partout. Chez nous, elles sont plus que vides, il n'y a plus rien, il n'y a même plus de fonds à nos caisses, tellement c'est catastrophique. C'est de la blague de nous promettre des centaines de millions chaque année. Oui, j'ai vu ça pour les plans douleurs, mais aussi pour les plans soins palliatifs. On vous fait faire une lettre au Père Noël, on vous promet monts et merveilles, et puis ensuite, 5 ans plus tard, dites bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, ok. Non, mais comment voulez-vous favoriser le soin palliatif à domicile? Alors, on n'a pas parlé de la médecine générale. Moi, je suis un ancien généraliste, un métier merveilleux qui a été massacré par tous les gouvernements de droite et de gauche depuis 30 ans. C'est une honte. Comment voulez-vous favoriser le soin palliatif en EHPAD, dans les fameuses maisons d'accompagnement où l'euthanasie sera autorisée, ou à domicile, alors qu'on continue à taper sur la tête des pauvres médecins généralistes dont les tarifs viennent d'être bloqués encore pour 1 an? Mais non, mais comment voulez-vous être logique là-dedans? On sait parfaitement qu'on n'aura jamais les sommes promises dans ce projet de loi. D'ailleurs, au passage, le gouvernement se tire une balle dans le pied. Il met dans un projet de loi sociétal un plan de financement qui n'a pas lieu d'être et qui doit être dans les lois budgétaires et pas dans un projet de loi sociétal. En plus, ils font des choses qui ne sont pas autorisées par le règlement. C'est ridicule. Évidemment qu'ils ne nous en ont pas 100 millions pour les soins palliatifs. L'année prochaine, il n'y a plus d'argent. Donc, on n'est pas niaiseux, on sait bien que c'est du vent, c'est une lettre au Père Noël, comme vous dites, tout à fait. Donc, on est dans un combat pour défendre les valeurs du soin, qui sont les valeurs de demain, comme le disent si justement Bruno Dalla Porta et Farrugia Hosseini. On défend les valeurs du soin. Toute ma vie, je me suis battu là-dessus, je continuerai à me battre parce que c'est pour moi le cœur de l'humanité de mon métier, de soigner l'autre et de lui envoyer le message, tu es mon frère en humanité, tu es un autre moi-même, je paraphrase Paul Ricoeur, tu es un autre moi-même. Paul Ricoeur dit soi-même comme un autre. Et c'est donc parce que tu es mon frère en humanité que je m'occupe de toi jusqu'au bout et je me battrai pour calmer ta douleur, supporter ta souffrance, l'aider à la diminuer, parce que vraiment, nous sommes tous solidaires de cette chaîne d'humanité. Pour moi, c'est l'essentiel et c'est pour ça que je continue à me battre. Oui, c'est tout le travail d'Emmanuel Levinas aussi sur la rencontre des visages, l'interdit du meurtre, cette rencontre du visage de l'autre, et c'est comme structurant d'une société. Vous l'avez dit, on a besoin d'interdits, on a besoin de limites, et c'est pas, on cherche souvent à
à réduire ce débat sur la fin de vie entre une lutte contre des progressistes, la main sur le cœur, qui voudraient l'autonomie et la dignité, versus des pro-life catho-intégristes. En fait, c'est faux. Il y a une autre voie, celle du soin, celle de la rencontre de l'autre, celle d'essayer de maintenir quelques valeurs clés qui nous aident à vivre ensemble et à continuer à prendre soin les uns des autres, sans être aveugle aux enjeux économiques, aux enjeux eugénistes parfois ou malthusianistes, un peu refoulés, mais qui y reviennent comme un retour du refoulé à intervalles réguliers dans une société dès qu'on a l'impression qu'on est trop nombreux, que c'est trop difficile, qu'on est en déficit, que ça coûte trop cher, et que tout est réduit à une question économique. On arrive doucement à la fin de l'entretien. Je rappelle à tous ceux qui voudraient creuser que vous êtes l'auteur avec votre acolyte, le docteur Pascal Favre, de Fin de vie, peut-on choisir sa mort? Un enjeu majeur de civilisation aux éditions Artege, qui a été préfacé par Marie de Henzel, puis je remettrai l'image et le lien en description pour que les gens puissent le retrouver. Puis que vous faites un travail absolument formidable auprès de ces décideurs publics, à essayer de maintenir le dialogue, de maintenir une table ouverte de discussion, une dialectique, pour qu'ils puissent se rendre compte de la réalité des mots, de la réalité de ce qui se passe dans les autres pays, et qu'ils arrêtent de vivre dans une sorte de fable auto-entretenue par une propagande médiatique un peu romantisée sur ces questions-là, et qui touche toujours à côté de la cible, quoi. On vous parle de dignité, d'autonomie, alors que c'est une question de pognon et d'épargne sur le coût des retraites, le coût etc. Bon, ok. Notre société va devoir faire face à ces enjeux dans une pyramide des âges en parasol, dans des caisses qui sont vides, comme vous l'avez dit. Mais si la vie commence à être mesurée uniquement à l'aune du coût qu'elle génère, bon, il y a des chances qu'effectivement on soit nombreux à devenir éligibles, quoi. Hein, parce que on fabrique trop de carbone, parce que on est trop ci, on est trop ça. Bon, il y aura que les gens riches qui auront le droit de vivre. Alors, est-ce que le droit à mourir va devenir progressivement un droit de vivre? On peut se poser la question. Je vous laisse la parole pour conclure et peut-être les aspects que j'ai pas abordés dans mes questions et que vous auriez envie d'aborder. Prenez le temps que vous voulez pour Écoutez, je viens de dire à quel point, pour moi, ce combat n'est pas du tout un combat de catho de droite intégriste. Enfin, je me suis fait injurier, ça, évidemment, de nombreuses fois sur ces plans-là. J'ai pas l'impression d'être intégriste, j'ai l'impression d'être au contraire un progressiste dans la lutte pour le respect des valeurs humaines, parce que c'est ça qui peut sauver l'humanité dans ce monde un peu désenchanté, peut-être. Et une des conséquences de ce mise à mal de nos valeurs, cette mise à mal, c'est une énorme fatigue et un énorme épuisement des structures de soins. Moi-même, là, je suis confronté à des problèmes de pathologie chronique dus à mon grand âge, mais on me proposait un rendez-vous en novembre. Et c'est là où vous touchez du doigt que ce système de santé qui a complètement perdu la boule, qui est en danger, qui a été abîmé par des politiques aveugles et irréalistes, continue à produire de la complexité, de l'inéthique, continue à ne pas bien soigner les gens, et donc, fort logiquement, la mort programmée va avoir un succès fou. Si vous soignez de plus en plus mal les gens dans un système de santé de plus en plus difficulté, il y a une bascule qui va s'opérer, comme on le voit au Canada, où tous les gens en difficulté, on leur proposera très vite l'AMM remboursée à 100%. Donc ça, c'est une de mes grandes inquiétudes, et pas seulement parce que je commence des maladies chroniques, ce qui est normal dans ma tranche d'âge, mais c'est vraiment, je suis toujours enseignant universitaire, j'enseigne beaucoup, je vois beaucoup de gens qui ont une ou deux générations d'écart avec moi, qui sont en première ligne, qui voient des malades, qui me racontent ce qui se passe avec leurs malades. Eh bien, c'est vraiment un danger majeur qu'on prend pour notre avenir, de perdre les valeurs du soin et de se mettre à privilégier des valeurs de rentabilité, de validisme, d'économie. On va encore aggraver les choses et vraiment, je suis très très inquiet pour l'avenir. C'est pour ça qu'il faut continuer à se battre. Et tous nos auditeurs, là, si vous êtes favorable à l'euthanasie, eh ben, écrivez à votre député, à votre sénateur que vous êtes favorable, c'est votre liberté. Et tous ceux qui pensent que le discours que Louis et moi venons d'avoir, c'est d'une importance cruciale et vitale pour la société, écrivez à vos députés et à vos sénateurs pour qu'ils ne reçoivent pas que des courriers pro-euthanasie. Écrivez-leur et dites, non, mais attendez, moi je pense ça, soignant, pas soignant, je pense ça, je ne veux pas de ceci dans la société. Je suis fidèle à ça comme valeur de l'humain et c'est ça qui structure ma vie. Parce que dans notre solidarité de civilisation, on a des valeurs communes à partager.
Merci beaucoup pour votre écoute. Et merci beaucoup, Louis, pour cette invitation. Merci beaucoup Jean-Marie, j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter, peut-être même de faire des tables rondes, parfois avec des gens qui seront en contradiction. Comme vous l'avez dit, tout n'est pas joué, tout n'est pas écrit, les sénateurs vont devoir regarder aussi cette proposition de loi, et puis peut-être qu'il y aura des navettes parlementaires, et puis ensuite il y a peut-être la possibilité de dire non d'une manière ou d'une autre. En attendant, vous avez une possibilité d'agir en partageant, en remettant ce sujet au milieu de la table et en discutant entre vous, que la mort redevienne quelque chose d'intime et pas quelque chose dont vous êtes exproprié, devenant une norme technocratique et un business pour lequel vous aurez un abonnement auprès d'une multinationale qui vous garantira une fin de vie digne avec un coup de champagne et un feu d'artifice et le téléchargement sur une clé USB de vos de vos photos et de vos pensées pour avec un chatbot de ChatGPT donner des bons conseils à vos ayants droit. Tout ça peut se passer autrement et je crois que c'est à nous de se réemparer de la mort et de la remettre au milieu de la table pour éviter qu'elle nous échappe. Une très bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.